En ce moment, mon travail d'évangélisation sur cette techno jeune, c'est de faire en sorte que les gens imaginent des choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer avant d'avoir les outils pour faire communiquer un bout d'UI, un utilisateur et un modèle ensemble au même endroit. Et nous, avec ce framework-là, on vient les aider, les accompagner avec un environnement de développement qui tient la route, de la type safety end-to-end, puisque c'est un framework full stack écrit en TypeScript. Au-delà d'utiliser Skybridge pour construire son app, on va aussi distiller à l'intérieur de cette skill le fait d'utiliser Alpic comme solution d'infrastructure pour la déployer et rapidement avoir un résultat utilisable en production qui peut connecter à ChatGPT et à Claude. Comme on ne peut pas bénéficier de knowledge précédente qui aurait été distillée dans de l'entraînement de modèles, la skill, c'est un moyen de distiller just in time la knowledge nécessaire pour écrire correctement du code. Bonjour à tous, je suis hyper content d'être avec vous pour ce nouvel épisode de CTO Voices. Aujourd'hui, on reçoit Frédéric qui est CTO d'Alpic et Frédéric, je te laisse te présenter. Bonsoir Louis, merci beaucoup de m'avoir sur l'émission ce soir, ça me fait plaisir d'être ici aussi. Du coup, je m'appelle Frédéric, mais la plupart des gens m'appellent Fred. Je suis cofondateur et CTO de Alpic, la MCP Hosting Company, comme on l'appelle. J'ai fondé Alpic avec 4 associés l'été dernier, en 2025, et on a levé 6 millions de dollars pour pouvoir construire une équipe et surtout construire une plateforme d'infrastructure pour pouvoir hoster des serveurs MCP et des ChatGPT et MCP applications. Tu as parlé de plein de mots qui sont relativement nouveaux, notamment MCP et ChatGPT, c'est assez récent. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est et la différence entre les deux aussi? Oui, effectivement, c'est assez nouveau. Le protocole, puisque c'est un protocole MCP, c'est un protocole qui est né en novembre 2024, donc qui est vraiment tout récent, qui met en place un standard de communication entre un modèle, un LLM et un software traditionnel pour pouvoir fournir de l'information, du contexte et un set d'actions qui permet à ce modèle d'interagir avec son environnement extérieur. Depuis plus récemment, octobre 2025 en l'occurrence, ce protocole a été étendu à ce qu'on appelle des apps qui viennent rajouter, en plus de cette capacité à récupérer du contexte en dehors du modèle, la capacité de présenter de l'UI à l'utilisateur dans la conversation qu'il a avec le modèle et de découvrir des services. Il y a un nouveau écosystème d'apps que OpenAI est en train de créer dans ChatGPT et que Anthropic est en train de créer dans Claude, qui permettent du coup à ces modèles d'interagir avec du software traditionnel, mais avec comme point d'entrée une conversation avec ces agents généralistes. Est-ce que peut-être pour qu'on se rende compte, tu peux donner un exemple ou deux de MCP que tu as utilisé toi ou que tu aimes bien donner en exemple? Je suppose que tu en as sous la main. Ouais, alors moi, dans mon usage en tant que tech, en tant que développeur de MCP Server, sans cette partie app, un des usages que j'ai le plus fréquent, c'est celui de Linear, par exemple, qui est le SaaS de ticketing que j'utilise avec mon équipe pour pouvoir développer la plateforme. Je l'ai connecté directement dans Cursor et dans Claude. Et du coup, quand dans mon exploration du code, j'ai besoin de mettre de côté une tâche à effectuer plus tard, un bout de contrôleur à modifier, une feature à mettre en place, un bug que j'ai remarqué en développant une fonctionnalité, plutôt que de m'engager dans un sidetrack qui risque de mettre en danger la feature à laquelle je travaille, je peux demander à mon agent de créer un ticket dans Linear et j'ai pas besoin d'aller interagir directement sur l'interface de Linear. Je quitte pas mon écosystème de développement. Et du coup, ce MCP Server, il me permet d'enrichir mon agent avec la capacité de créer des tickets, de mettre le contexte nécessaire à la résolution de ce ticket dans Linear et de le reprocher dedans plus tard d'ailleurs pour pouvoir le développer. Ça, c'est un exemple de MCP Server traditionnel, puisque comme toute techno autour de l'IA, les premiers utilisateurs, c'est souvent quand même l'écosystème développeur. Mais cet écosystème, il s'est ouvert à des personas B2B moins techniques et même à du grand public, consumer, avec l'apparition des apps. Notamment, les use cases les plus fréquents qu'on voit dans l'industrie, c'est le travel ou le retail. Aujourd'hui, tu peux aller sur ChatGPT et demander à Expedia de te remonter le meilleur vol pour aller à New York la semaine prochaine en vacances. Tu peux demander à Rail Europe de te sortir le trajet parfait en train pour pouvoir traverser l'Europe de Paris jusqu'en Turquie, par exemple. Et ça, c'est des patterns d'utilisation dans lesquels la marque contrôle via l'app qu'elle a développée, l'UI qu'elle va proposer dans ChatGPT ou dans Claude à l'utilisateur qui converse comme d'habitude avec son modèle.
Ça va éviter le pattern qu'on avait jusqu'à aujourd'hui où les modèles écrivaient des tableaux en Markdown pour pouvoir présenter des résultats ou essayer de générer des pages, des artefacts en écrivant du HTML, mais ça prenait 1 ou 2 minutes et ça demandait d'écrire beaucoup de tokens. Là, maintenant, on redonne aux développeurs, on redonne aux entreprises qui proposent des services et des produits sur Internet le contrôle sur la façon dont elles distribuent ces produits et services sur ce nouveau canal d'acquisition qui est grosso modo l'agent conversationnel généraliste. Les utilisateurs du quotidien vont plus forcément faire une recherche sur Google pour trouver leur prochain train ou leur prochain billet d'avion ou booker leur prochain hôtel. Ils vont sur ChatGPT, ils posent la question et maintenant ChatGPT peut apporter la réponse avec ses partenaires qui ont des apps. C'est clair. Donc, si je résume aujourd'hui, ça nous permet dans ChatGPT d'avoir accès à une UI qui est contrôlée par Booking, Expedia, etc. et qui interagit avec le MCP serveur que ces entreprises-là ont déployé. Et potentiellement, du coup, pour en revenir au sujet initial, ils vont potentiellement déployer sur Alpic. Du coup, vraiment, hoster un MCP aujourd'hui, ça veut dire quoi? Et c'est quoi les features que vous avez peut-être autour de la plateforme? Alors effectivement, pour revenir au sujet d'Alpic, on fait de l'hébergement, on fait de l'infrastructure. On a, pour ceux qui connaissent, un play similaire à celui de Vercel dans le domaine des applications web, mais porté à tout l'écosystème MCP et app dont je parlais à l'instant. Un serveur MCP et son UI, ça ressemble à un serveur HTTP et à une app single page app que tu distribuerais normalement dans du web. Avec ses spécificités, c'est un protocole qui a normalisé la façon dont les modèles vont interagir avec des softwares traditionnels. Et nous, on vient proposer, avec la plateforme d'hosting Alpic, une façon pour les développeurs de facilement déployer ce nouveau type de workload-là avec de l'analytics, avec du scaling, avec du monitoring adapté, avec un ensemble de features, par exemple, toute la partie authentification qui est basée sur OAuth 2.1, qui est utilisée que dans le protocole MCP. C'est des choses spécifiques qu'on a développées au sein d'Alpic pour permettre aux développeurs de facilement déployer des workloads prêts à la production. Et ça, c'est le produit sur lequel on a travaillé historiquement depuis l'été dernier. Depuis plus récemment, on a complété notre offre d'hébergement avec un framework open source qui s'appelle Skybridge, qui permet de construire ces applications pour ChatGPT et pour Claude. Ce framework-là, ça a été un moyen pour nous de remonter avant même l'hébergement aux premiers problèmes que les builders et les développeurs avaient, qui étaient de construire ces applications, qui sont un écosystème tout neuf, avec un protocole tout neuf. Et du coup, les gens ne savent pas exactement comment construire ces nouvelles applications. Ça ne ressemble pas à des applications mobiles, ça ne ressemble pas à des applications web. Et nous, avec ce framework-là, on vient les aider, les accompagner avec un environnement de développement qui tient la route, de la type safety end-to-end, puisque c'est un framework full stack écrit en TypeScript, avec des API et des utilitaires pour pouvoir rapidement développer, et surtout avec énormément d'exemples, avec des émulateurs et des DevTools pour pas tout de suite avoir besoin de travailler avec ChatGPT ou avec Claude, mais de pouvoir itérer rapidement sur le produit qu'ils développent. Et du coup, leur permettre de rapidement arriver à une app qui fonctionne et qu'ils peuvent déployer en production. Trop cool. Et puis oui, du coup, dans ton process de développement, ça te permet d'avoir un résultat final avant que ton app elle soit validée par OpenAI. Et donc c'est génial. Et du coup, vous êtes sur un marché qui est naissant, enfin qui est né factuellement il y a 1 an et quelques. Ça fait quoi de lancer une boîte comme ça où tu dois en fait évangéliser énormément de personnes? Comment tu acquiers tes premiers clients? Et c'est quoi ta stratégie? Il y a un petit côté Eldorado. J'ai tendance à regarder souvent comment ça s'est passé en 2008, le lancement de l'App Store, à l'époque où on n'imaginait pas qu'aujourd'hui on aurait tous des téléphones dans notre poche avec des milliers d'applications disponibles pour faire des choses diverses et variées. C'est un peu un nouvel écosystème qui est en train de se créer comme ça au sein de ChatGPT et de Claude et d'autres clients généralistes d'ailleurs. Je parle de ces deux-là parce que c'est les deux plus connus, mais il y en a plein d'autres. Il y a des nouvelles choses à comprendre. Je vais te citer un exemple pour t'expliquer un peu vraiment le mindset dans lequel je suis actuellement. L'application qui a le mieux marché la première année d'ouverture de l'App Store, en 2008, c'est une application dans laquelle tu pouvais voir le niveau de bière virtuelle de ton téléphone et tu pouvais pencher ton téléphone et donner l'impression que tu étais en train d'engloutir la bière qu'il y avait à l'intérieur de ton tel. Cette application-là, c'est celle qui a généré le plus de revenus. Elle est montée jusqu'à 20 000 € de revenus journaliers sur la première année. Wow. Personne n'aurait misé un copec sur cette application-là.
Ce qui s'est passé de particulier, c'est l'utilisation ludique, ici en l'occurrence, des nouvelles capacités qui étaient fournies par le gyroscope d'un device, le fait d'avoir un écran que tu puisses manipuler, ne serait pas venu à l'idée de faire la même chose avec ton écran de desktop. Et du coup, c'était dur d'envisager, avant que l'écosystème soit présent et qu'il y ait des développeurs qui se creusent la tête pour imaginer ce qu'il était possible de faire avec ce nouveau paradigme, à quoi allaient ressembler des applications mobiles qui marchent. Et j'ai l'impression qu'on est dans cette même vague aujourd'hui sur les applications IA, parce qu'on a un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, c'est on n'a plus uniquement deux parties qui communiquent, on n'a plus qu'un user avec de l'UI, on a aussi un modèle, et ce triptyque-là permet d'imaginer des nouvelles interactions qu'on n'avait pas imaginées avant l'avènement des modèles tels qu'on les connaît aujourd'hui et des agents de conversation qu'on connaît aujourd'hui. Donc moi, là, en ce moment, mon travail d'évangélisation sur cette technologie jeune, c'est de faire en sorte que les gens imaginent des choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer avant d'avoir les outils pour faire communiquer un bout d'UI, un utilisateur et un modèle ensemble au même endroit. Et imaginer des interactions qu'on ne pensait pas pouvoir faire avant ça. C'est pour ça que c'est assez exaltant. Toi, tu as envie que l'appli de bière de l'ère des apps ChatGPT, elle soit hostée sur Alpic. Ouais, carrément. Et J'ai même envie qu'elle soit potentiellement développée par des gens avec qui on travaille au quotidien et qui, grâce à Skybridge et à Alpic, ont eu les outils pour pouvoir imaginer ces nouveaux usages et ces nouvelles façons d'interagir. votre cible, du coup, c'est des développeurs. Ça change quoi pour toi dans ton rôle de CTO par rapport à peut-être un CTO classique en early stage tu t'impliques comment sur la partie peut-être marketing, go-to-market tu as un rôle plus fort qu'un CTO classique? Il y a effectivement deux personas qu'on cible. Il va y avoir des gens au produit qui voient avec ChatGPT et Claude un nouveau canal d'acquisition et qui seront moteurs pour aller se rendre présents sur ces plateformes via ces apps. Mais comme tu le dis, on a aussi un play développeur, un ensemble de builders à convaincre d'utiliser nos technologies pour pouvoir attaquer par ces deux axes en même temps. Clairement, Skybridge s'adresse à ces développeurs-là, mais on n'est pas comme dans un GTM développeur d'il y a 10 ans. On en discutait un petit peu juste avant, en repensant au vieux temps de Symfony 4 ou de API Platform. À cette époque-là, la façon d'animer une communauté de développeurs autour d'une technologie, c'était un peu... j'avais l'impression de mouvements sectaires et de guerres de paroisse. Il y avait des affinités et des adhérences très très fortes aux technologies et aux librairies que les développeurs utilisaient. Pourquoi? Parce que c'était dur de rentrer dedans et de comprendre les mécanismes d'un framework, et qu'une fois que tu les avais compris, tu avais cet edge-là particulier de savoir les manipuler, et du coup, tu avais une adhérence forte avec les outils que tu utilisais. Aujourd'hui, on a moins cette adhérence dans un écosystème développeur parce qu'il y a énormément d'outils, notamment des coding agents, qui te permettent de rentrer plus facilement dans les technologies. Donc, il y a toujours ce play d'aller évangéliser, de parler à des conférences, d'animer des hackathons, d'animer des événements en ligne où les gens vont builder avec tes solutions, mais ils vont plus être tout seuls à builder avec tes solutions. La plupart, ils vont être équipés de coding agents qui vont faire une partie du travail, qui vont ingérer une partie de la documentation, qui vont comprendre à partir des exemples que tu as mis à disposition comment utiliser ton framework. Et c'est aussi ces coding agents qu'il faut réussir à convaincre. Une des dernières initiatives qu'on a en ce sens-là, qui est vraiment résultante de l'époque dans laquelle on vit, c'est de travailler sur une skill Claude qui permet à Claude de builder des apps ChatGPT. Et c'est vraiment comme ça qu'on la distribue aujourd'hui dans les marketplaces de skills, comme étant une skill pour pouvoir développer des apps. Cette skill, elle référence Skybridge comme étant la meilleure façon de le faire. Et donc notre go-to-market développeur pour faire en sorte que Skybridge soit utilisé, c'est de convaincre Claude que la meilleure façon de builder une app ChatGPT, c'est d'utiliser Skybridge. Et par transitivité, le développeur qui aura sollicité Claude pour builder cette app va se retrouver à utiliser Skybridge. Au-delà d'utiliser Skybridge pour construire son app, on va aussi distiller à l'intérieur de cette skill le fait d'utiliser Alpic comme solution d'infrastructure pour la déployer et rapidement avoir un résultat utilisable en production qui peut connecter à ChatGPT et à Claude. Et du coup, avec toute cette chaîne de valeur, on espère pouvoir convaincre et Builder qu'on est la bonne solution et Coding Agent que c'est avec notre solution qu'il va pouvoir le plus rapidement arriver à ce que son Builder lui a demandé. Et du coup, la partie coding agent, vous en êtes où? Vous avez déjà des résultats ou c'est encore un peu tôt pour pouvoir le... On fait un peu d'évaluation en interne pour se rendre compte si ce qu'on donne comme consigne, ça part dans la bonne direction ou c'est plutôt néfaste pour ce qu'on préconise. On essaye plein de trucs différents, puisqu'au final, il y a des
mécanismes de distribution et des coding agents différents et tous n'ont pas les mêmes résultats. C'est pas des tests unitaires déterministes, c'est plutôt des tests stochastiques, statistiques de savoir si oui ou non il utilise la bonne API qu'on a mis à disposition ou s'il a fait n'importe quoi avec le code qu'on pile pas derrière. On n'a pas de test rouge ou vert à la fin de notre résultat d'évaluation, mais on s'est quand même construit une petite machine qui nous permet de savoir si la consigne qu'on vient de rajouter ou la référence qu'on vient de rajouter à notre documentation, elle a eu potentiellement un impact positif ou plutôt négatif par rapport au scoring qu'on avait jusque-là. Est-ce que vous n'avez pas un sujet, votre SDK Skybridge, il est assez récent. T'as pas peur effectivement que les coding agents, ils l'utilisent mais mal et que du coup, ils détériorent l'expérience utilisateur des développeurs, que ça fasse de la mauvaise pub? Effectivement, vu qu'on vient de créer Skybridge, on n'a pas les bénéfices, par exemple, d'un framework qui aurait 10 ans d'existence dans l'écosystème et du coup sur lequel des entraînements de coding agent auraient pu utiliser ces 10 ans de code écrit comme base pour savoir quoi écrire. Comme on ne peut pas bénéficier de knowledge précédente qui aurait été distillée dans de l'entraînement de modèle, la skill, c'est un moyen de distiller just in time la knowledge nécessaire pour écrire correctement du code. Après, on a toujours des moyens déterministes de vérifier que l'output que tu viens de produire, elle marche. Typiquement, dans la skill, on vient distiller le fait que Claude, il a une commande pour vérifier que l'exécution du code se passe comme prévu. Et on est en train de travailler, par exemple, sur lui donner les outils nécessaires pour vérifier dans un environnement simulé que le rendu du widget est bien celui attendu par l'utilisateur directement dans une émulation de navigateur, quoi. Donc, tu as quand même des moyens de vérifier que le résultat produit est bien celui qui permet de fonctionner. Ça ne va peut-être pas toujours être le résultat idéal, mais au moins d'avoir un résultat fonctionnel à la fin. Ouais, ton skill, c'est pas juste utiliser Skybridge, quoi. C'est un truc. Ça utilise Skybridge et regarde comment tu fais pour pouvoir le runner pour voir si ça tourne correctement. Et voilà comment le déployer derrière. Et une fois que c'est déployé, voilà comment vérifier que ça marche. Comment vous allez distribuer le skill Il y a des marketplaces de skills qui existent. Une des plus connues, c'est une marketplace qui s'appelle Skills, qui est distribuée via NPM.js, qui a été produite par Vercel. Et c'est un des endroits sur lesquels on se rend disponible et visible. Et derrière, pour être visible top 1, en gros, c'est quoi De ton enjeu? l'usage. C'est d'être top 1 de l'usage, donc Ouais. bouche à oreille d'abord, puis après, t'espères avoir un effet boule de neige. Ouais, les événements dont on parlait comme moyen d'aller toucher les développeurs, ils restent pertinents. On essaye d'être présent un maximum dans des hackathons, des coding nights, des hack nights, ou même des événements purement en ligne. On a organisé pas plus tard qu'il y a quelques mois un calendrier de l'Avent où les gens produisaient des apps ChatGPT tous les jours du calendrier. Tous ces événements-là, c'est des occasions d'aller tester les outils qu'on met à disposition et de voir comment elles sont accueillies par la communauté, d'être humain builder tout autant que de coding agent. Et ça, on va continuer à le faire. Il n'y a pas de secret. Il faut répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que les gens pensent qu'à toi comme solution pertinente pour pouvoir construire leur ChatGPT app. Les gens et les coding agents. Bah écoute, c'est hyper cool, en vrai, tellement intéressant. Je pense qu'on aurait pu discuter des heures. Il y a plein de sujets dont on n'a pas pu parler, mais merci d'avoir été avec nous et puis à très vite. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir également. Salut Louis.